Dernier virage dans la course à la présidence camerounaise, les candidats entament la dernière semaine de campagne aujourd'hui. Des alliances se font, le candidat à sa propre succession, Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, est dans la course. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous irons en Somalie où le ministère de la Sécurité intérieure renforce les contrôles supplémentaires après l'attaque terroriste de la prison de Gotka Jilako. Une attaque perpétrée par les combattants d'Al-Shabaab. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Ouverture ce lundi de la deuxième et dernière semaine de campagne avant le scrutin présidentiel du 12 octobre au Cameroun. Paul Biya, 92 ans, brique un 8e mandat consécutif après 43 ans au pouvoir. Face à lui, sur les bulletins, 11 autres candidats dont 2 ont apporté leur soutien à l'ancien ministre Bello Bouba Maïgari. Ce dimanche, le candidat Issa Thioroma Bakari, allié d'hier de Paul Biya avec Bello Bouba Maïgara, a quitté le gouvernement il y a quelques mois pour se lancer dans la course et était en meeting à Douala, la capitale économique du Cameroun. Joshua aussi était dans la région nord et Cabral Libi dans l'extrême nord. Pour les uns et les autres, il reste 6 jours pour sillonner le pays. C'est aussi la dernière ligne droite pour le parti présidentiel. Le RDPC continue de faire campagne pour son candidat sans sa présence physique jusqu'à maintenant. Paul Biya fera-t-il une apparition publique dans un événement du parti avant le jour du scrutin? Oui, répondent plusieurs communicants du RDPC. Maroua dans l'extrême nord est présenté comme la destination souhaitée. Les Camerounais n'ont pas entendu le chef de l'État s'adresser à eux depuis le discours du 10 février pour la fête de la jeunesse. Dernière ligne droite enfin sur le plan logistique pour déployer le matériel et le personnel de l'ECAM. Déployer aussi les relais des partis et de la société civile qui veulent surveiller le vote. Et l'ECAM, l'organe en charge du scrutin, a annoncé vendredi avoir transmis localement pour affichage la liste des bureaux de vote par commune ainsi que la répartition des électeurs au sein de chaque bureau et est en train de publier sur sa page Facebook la liste des bureaux par région. À titre indicatif, l'ECAM indiquait au 31 décembre 2024 sur son site internet 30 357 bureaux de vote sur le territoire national et dans les 44 missions diplomatiques et les postes consulaires. Le parti SDF pointait ces derniers jours des dysfonctionnements chez l'ECAM. Le parti de Joshua aussi affirmait que l'institution n'avait toujours pas rendu public ni le fichier électoral actualisé, ni la liste complète des bureaux de vote à travers le territoire. En Somalie, le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé des contrôles supplémentaires, y compris sur ses propres forces, après l'attaque terroriste qui a eu lieu samedi 4 octobre à Mogadiscio. La prison de Gotka Jilako, au cœur de la capitale, a été assaillie par les combattants d'Al-Shabaab. Cette prison de haute sécurité est pourtant gérée par la NISA, l'Agence nationale de renseignement et de sécurité. Mais les assaillants se sont déguisés en force de sécurité pour atteindre l'infrastructure. Cet incident souligne notre besoin urgent de contrôler les véhicules aux couleurs des agents de sécurité du gouvernement, concède dans un communiqué le ministère somalien de la Sécurité intérieure qui annonce la mise en place des fouilles pour les véhicules de l'armée ou de la police. L'attaque de la prison de Gotka Jilakaou a relevé de sérieuses brèches dans l'appareil sécuritaire fédéral somalien. Il aura suffi de quelques déguisements et d'un peu de peinture pour que les Seba passent sans encombre plusieurs barrages de contrôle avec une voiture chargée d'explosifs. C'est d'ailleurs déguisé avec des uniformes de l'Agence nationale des services de renseignement et de sécurité dans une voiture peinte à ces couleurs que les combattants Sebab ont pu rejoindre la prison. D'après le ministère de la Sécurité intérieure, leur véhicule piégé a ainsi trompé la vigilance de plusieurs barrages de contrôle. Sur X, Goulit Ahmed, chercheur à l'Institut sur le Moyen-Orient, dénonce l'aveuglement des autorités somaliennes. Il y a 6 mois que les Seba ont renforcé leur présence à Mogadiscio, écrit-il. Depuis plusieurs mois, les attaques se multiplient. L'aéroport Mogadiscio a essuyé à plusieurs reprises des tirs de mortier. En G, l'académie militaire de la capitale était essoufflée à une explosion. Dans une interview donnée à la BBC en Somalie, la semaine passée, le président Hassan Sheikh Mohamud a pourtant affirmé qu'il n'y avait aucune raison de penser que les Seba étaient plus forts qu'aujourd'hui, qu'il y a 2 ans. D'après le ministère de la Sécurité intérieure, les assaillants n'étaient que 7. Ils ont pourtant tenu tête les heures durant aux forces spéciales somaliennes. Gotka Jilakaou est une prison souterraine gérée par la NISA, l'Agence nationale des services de renseignement et de sécurité, qui a aussi installé ses bureaux.
Sur ses réseaux sociaux, le groupe Al-Sabab explique avoir mené cette opération pour libérer certains de ses combattants. Le ministère de la Sécurité intérieure, quant à lui, n'a donné aucune information sur ce point. Une attaque de cette ampleur en plein cœur de la capitale représente un envers important pour le gouvernement fédéral de Somalie qui lançait quelques heures plus tôt son programme Mogadiscio Sûr. En déplacement à Kismayo, dans l'est du Jubaland, aujourd'hui le président Hassan Sheikh Mohamud n'a fait aucun commentaire sur les événements d'hier. En Côte d'Ivoire, le PDCI affirme que 8 de ses militants ont été arrêtés ces 6 derniers jours à Abidjan. Ils seraient actuellement détenus dans les locaux de la brigade de recherche et de la direction de la surveillance du territoire. Dans un communiqué le 4 octobre 2025, le parti d'opposition dénonce des méthodes d'intimidation et une répression injustifiée à moins de 3 semaines de la présidentielle. Selon le texte du PDCI, les militants concernés sont tous des responsables des sections locales du district d'Abidjan, contactés par RFI. Les avocats de la formation politique indiquent que les motifs de ces interpellations n'ont pas encore été communiqués. Le PDCI s'indigne et parle d'arrestations et de détentions arbitraires. Pour le parti d'opposition, elle s'ajoute à celle des 6 responsables des jeunesses rurales et étudiantes du PDCI arrêtés début juin et début juillet. Au moins 3 d'entre eux sont mis en cause pour des atteintes à l'ordre public, selon le procureur de la République d'Abidjan. Dans ce contexte, 2 cadres du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, ont par ailleurs été inculpés en début de semaine pour trouble à l'ordre public et placés sous mandat de dépôt. Ces arrestations sont intervenues alors que les 2 partis d'opposition projetaient une marche commune le 4 octobre à Abidjan dans le cadre de leur front commun. La manifestation a finalement été interdite par une décision du préfet d'Abidjan. Le PPACI a depuis annoncé le report de cette marche au 11 octobre. À moins de 3 semaines de la présidentielle, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly assure que ces interpellations ne visent pas des personnalités de l'opposition, mais des justiciables qui ont commis des délits. Pour rappel, ni le PDCI de Tidiane Thiam, ni le PPACI de Laurent Gbagbo n'ont des candidats en liste pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a remis sa démission au président Emmanuel Macron qu'il a accepté ce lundi 6 octobre. Nommé le 9 septembre, Sébastien Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche 5 octobre une partie de son gouvernement. Il devrait prononcer ce mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Au lendemain de l'annonce de la composition de son gouvernement, Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qu'il a accepté et a annoncé l'Élysée dans un communiqué laconique. La veille dimanche 5 octobre, Sébastien Lecornu avait présenté au gouvernement dans la continuité du précédent, avec peu de changements notables. Statu quo à tous les postes clés, ou presque provoquant la colère des oppositions. Dans la liste se trouvaient 11 ministres démissionnaires comme Gérald Darmanin, Agnès Pannier, Runacher ou Catherine Vautrin et quelques revenants comme Bruno Le Maire ou Aurore Berger. Bruno Retailleau, qui gardait pourtant son portefeuille au ministère de l'Intérieur, s'était insurgé publiquement contre cette composition qui ne reflétait pas la rupture promise, ulcérée notamment par la nomination de l'ex-LR Bruno Le Maire au ministère des Armées. Le chef de LR avait convoqué le comité stratégique de LR ce lundi 6 octobre au matin, jetant les doutes sur un retrait d'un gouvernement alors morné. L'UDI s'était également désolidarisé du bloc central en indiquant que les choix effectués par le Premier ministre redonnaient à l'UDI sa liberté. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée dans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale, a réagi Bardella en arrivant au siège de son parti. Avec les Républicains,
Disposé à se retirer du nouveau gouvernement, Sébastien Lecornu se trouvait dans une position intenable. Celui qui devait prononcer mardi à l'Assemblée nationale son discours de politique générale était également menacé par ses oppositions. La chute prochaine du gouvernement était intenable. La France insoumise a déjà annoncé son intention de déposer une motion de censure si le Premier ministre refusait de se soumettre au vote de confiance. Une motion susceptible de recevoir le soutien du PS et du Rassemblement national. Le gouvernement indonésien a rétabli la licence d'exploitation de TikTok suspendue depuis vendredi car la plateforme a fini par communiquer certaines données relatives aux récentes manifestations antigouvernementales. Vendredi, le ministère avait temporairement suspendu la licence d'exploitation de l'application car celle-ci n'avait pas fourni les données liées à son usage en direct lors des manifestations antigouvernementales d'août. Visant initialement à dénoncer les inégalités économiques, ces manifestations avaient pris un tour violent à la suite de la mort d'un mototaxi écrasé par la police. Selon des ONG, ces violences ont fait 10 morts. Cette suspension faisait suite à une lettre dans laquelle TikTok informait le ministère de la Communication que ses politiques internes l'empêcheraient de se conformer pleinement à la demande des données. Dans un communiqué, un porte-parole de la plateforme a précisé que TikTok travaillait en étroite collaboration avec le ministère indonésien, tout en restant attaché à protéger la confidentialité des utilisateurs et à garantir que la plateforme offre une expérience sûre et responsable à la communauté en Indonésie. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Tchad Info TV. Restez-y.